Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour votre journal. Voici les titres de votre édition. L'ouverture partielle de l'hôpital du Nord prévue demain est reportée. L'approvisionnement en chrono en est la raison. Pour en parler ce soir, Joachim Tutugoro, directeur du pôle hospitalier du Nord. Il est notre invité. Malgré le report de l'ouverture du CHN, le personnel s'active depuis quelques mois comme au service chirurgie où l'hygiène est un élément important pour les blocs opératoires. Le conseil municipal junior élu aujourd'hui par les élèves des écoles primaires de la commune de Koné. Vous verrez que pour certains, voter, c'est une première. Reportage dans cette édition. Elle est attendue depuis quelques mois. L'ouverture du pôle sanitaire du Nord prévue demain est reportée. Décision prise ce matin par le conseil d'administration de l'hôpital. La qualité de l'eau ne répond pas aux normes recommandées par dans un centre hospitalier. Pour en parler, Joachim Tutugoro, directeur du centre hospitalier du Nord. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quel est le problème avec l'eau ? Alors juste pour bien préciser, la direction de l'établissement appuyé donc, du corps médical décide du report, en tout cas une date ultérieure de l'ouverture du pôle sanitaire du Nord. Ceci surtout pour des raisons de sécurité des patients. Il faut quand même savoir qu'en cas de problème, c'est le directeur, donc moi-même qui suis le seul responsable. Donc effectivement, les problèmes qui subsistent, que nous rencontrons, c'est la présence de flore bactérienne dans nos circuits internes de l'approvisionnement en eau, et qui sont bien présents, qui sont traités déjà depuis plusieurs mois, et que nous n'arrivons pas à juguler. Donc effectivement, la décision qui a été prise ce matin, en tout cas, durant le conseil d'administration extraordinaire qui s'est tenu ce matin, c'est d'identifier un spécialiste en traitement d'eau, s'attacher de ses services et qu'il ait une analyse extérieure du dossier pour qu'il puisse amener, lui, son expertise, et surtout qu'on puisse attacher des recommandations très rapidement pour que l'on puisse... Alors justement, quand est-ce qu'on aura les résultats de cette analyse ? Pour l'instant, il faut que l'on trouve le spécialiste en traitement en eau. Donc, voilà. Donc on doit le trouver soit ici en Nouvelle-Calédonie, si on ne le trouve pas en Nouvelle-Calédonie, qu'on aille donc rechercher la compétence en extérieur. Alors avant de revenir sur la problématique de l'eau, vous avez parlé d'une date ultérieure. Est-ce qu'on a la date précise ? Non, nous avons préféré jouer la prudence parce que pour l'instant, nous n'avons aucune idée donc, de la durée. Ça peut prendre semaine ou mois. Pour l'instant, on n'aura pas plus de précision. Alors, vous parlez justement de traitement. La qualité de l'eau a toujours été une problématique récurrente dans la zone. Ce report est justement lié à cette problématique. Cela nous laisse à dire qu'il y a eu un manque d'anticipation flagrant. Est-ce le cas ? C'est difficile de parler de manque d'anticipation flagrante. Il faut juste savoir que donc, l'eau qui nous est livrée, on nous dit qu'elle est potable. Mais effectivement, la norme hospitalière, c'est une autre norme. Et le bâtiment, donc en tout cas le nouveau bâtiment et l'hôpital, est un niveau standard quand même au-dessus du niveau standard normal. Donc effectivement, ça demande aussi d'autres éléments. Justement, vous parlez tout à l'heure de responsabilité, votre responsabilité en tant que directeur. Oui. Donc est-ce une décision politique de pouvoir l'ouvrir dès demain ? La décision de l'ouvrir, on la fera dès qu'en tout cas, moi, le directeur, ma responsabilité ne sera pas engagée. Donc ça veut dire que nous, il faut que le traitement de l'eau, en tout cas la précision de la flore bactérienne, que cette flore bactérienne ne subsiste plus. Alors, un hôpital sans eau avec les normes requises pour un centre sanitaire, ça n'existe pas. De ce fait, nous sommes intéressés aux différentes utilisations de cette ressource dans les hôpitaux dans le monde. Je vous propose de découvrir les détails avec Prosper Poigou. La quantité d'eau utilisée à l'hôpital est assez importante, de l'ordre de 750 litres en moyenne par lit et par jour. Sa qualité doit être une préoccupation constante du fait qu'elle peut constituer une source d'infection grave en cas de contamination. Il est donc important de maîtriser la qualité microbiologique de l'eau. Le réseau interne d'un établissement de santé est alimenté dans la majorité des cas par le réseau public.
Les différentes utilisations de l'eau dans les services de soins conduisent à définir plusieurs niveaux de qualité microbiologique correspondant à des usages bien spécifiques. Comme par exemple l'eau pour le soin standard. Outre son utilisation pour des usages alimentaires, l'eau peut être utilisée pour des soins de base pour des patients sans risque particulier en mélange avec de l'eau chaude. L'eau bactériologiquement maîtrisée, obtenue après traitement, présente une qualité bactériologique supérieure à celle du réseau de distribution. Elle est destinée aux patients les plus vulnérables ainsi que pour des soins au contact des muqueuses ou exposant à un risque infectieux particulier. L'eau chaude subit un ou plusieurs traitements. Elle est réservée à la toilette des patients, au nettoyage du matériel, à l'entretien des locaux. Eau propre, destinée au lavage chirurgical des mains. Eau ultra propre, destinée au secteur protégé, unité de brûlé, unité de greffé. Les problèmes de corrosion et d'entartrage sont également à surveiller et nécessitent des contrôles réguliers avec une liste de paramètres déterminés à l'avance. Une réaction, M. Tutugoro, par rapport à ces précisions? Effectivement, ce sont tous les défis, en tout cas par rapport à un établissement hospitalier, que la qualité de l'eau, qu'elle soit froide ou chaude, il faut que cette qualité de l'eau soit bien présente. Oui. Et l'eau doit être produite sur place? L'eau produite sur place, en tout cas, produite sur place, non, puisque nous dépendons, nous, de l'eau qui est produite à l'extérieur. Donc l'eau de l'extérieur est amenée. Donc à nous, sur place, de s'assurer à ce que cette qualité de l'eau soit respectée. Donc c'est forcément une discussion avec le CIVOM. Est-ce que vous en avez eu des discussions? Oui, il y a des discussions. Le prestataire d'eau, donc, qui est prestataire extérieur, il est aussi notre prestataire en interne. Donc il y a des discussions qui ont lieu, aussi bien en interne qu'avec les équipes du CHT qui sont passées aussi par ces étapes-là, et aussi avec les équipes de la DAS. Donc il y a des discussions en interne, et c'est ces discussions qui font que il faut qu'on aille plus loin pour pouvoir pallier à cette qualité de l'eau. Voilà. Alors, monsieur le directeur, vous avez parlé tout à l'heure de bactéries, donc des rumeurs circulent comme quoi la salmonelle aurait été détectée dans l'eau, d'où peut-être le report de l'ouverture. Vous le confirmez ce soir? C'est surtout le pseudomonas qui est présent dans les canalisations. Donc c'est lui qui pose problème, aussi appelé le PIO. Alors, vous restez avec nous. Je vous propose qu'on va regarder l'un des volets de notre feuilleton consacré justement au CHN. Hier, nous avons pu voir comment les préparateurs en pharmacie s'activent pour les commandes et la préparation des médicaments. Ce soir, c'est au service de chirurgie que nous nous rendons. Charlotte, habits ou encore chaussures propres, tout est question d'hygiène. Même la circulation est réglementée. Reportage d'Anis Satoussi. Tac. Donc là après, ça c'est encore des choses qui ont été commandées pour la chirurgie et ça fait voilà, et tous les jours c'est des cartons qui arrivent. Là c'est encore 2 cartons de matériel de chirurgie et tous les jours finalement on se rencontre pratiquement avec les pharmaciens en ce moment pour refaire le point sur ce qui est arrivé, le mettre dans les boîtes pour valider le fait qu'on pourra faire toutes les chirurgies qu'on a prévu de faire ici. Benoît, l'un des 4 chirurgiens du pôle sanitaire du Nord, vient s'assurer que le matériel chirurgical qu'il attendait est bien arrivé à la pharmacie. Une fois stérilisé, ce matériel est transmis au bloc opératoire. Pour accéder au bloc, passage obligé par les vestiaires pour enfiler des tenues conformes aux normes d'hygiène. On est censé s'habiller à chaque fois qu'on rentre avec des vêtements qui sont propres, qui sont même carrément sous plastique, et puis mettre une charlotte, un masque et des chaussures aussi propres. Et ensuite, la circulation est faite de façon à ce que vous puissiez aller que dans un sens. Donc une fois que vous êtes rentré, vous sortez par un autre sas, et si vous devez re-rentrer, il faut vous rhabiller. Allez, c'est parti. L'hôpital compte 4 blocs opératoires prévus pour des interventions allant de la plus légère à la plus précise. Une salle qui est dans une configuration plus complète. Voilà, donc le respirateur, la table, le chariot d'anesthésie qui est là-bas. Donc là, cette salle, elle peut accueillir un patient presque tout de suite. Et donc s'il y a quelques salles qui ne sont pas encore complètement équipées, c'est aussi parce qu'il y a du matériel qui doit être rapatrié de Koumak. Parce qu'à Koumak, il y avait eu des achats récents, le matériel est parfait, donc il n'y avait pas de raison d'en acheter du neuf pour venir ici. Avant ou après l'opération, les patients sont admis dans ces chambres. Le service chirurgie en compte 16.
11 chambres individuelles, identiques à celle-ci, et 4 chambres doubles, le tout pour une capacité de 20 lits. Les patients pourront également être transférés vers les hôpitaux de Koumak et Poindimié pour être suivis durant leur convalescence. Quelqu'un qui, après une fracture ou une chirurgie un peu lourde, a besoin d'une quinzaine de jours pour récupérer, on n'est pas obligé de le garder ici, on pourra le transférer encore une fois à Poindimié ou à Koumak pour qu'il suive sa convalescence là-bas, dans un milieu médicalisé, avec tout ce qu'il faut, mais avec un rapprochement familial, et puis aussi le fait que, comme ça, ces 20 lits-là, ils sont réservés pour la période aiguë autour de la chirurgie, et donc ce sera peut-être un peu plus... Voilà, on aura plus de turnover, et donc on pourra traiter plus de patients ici, c'est tout, en tout cas ce qu'on espère. Une chambre carcérale, réservée aux détenus du futur centre pénitentiaire du Nord, est également prévue. Donc là, vous avez le sas, et donc là, il y a la chambre, qui est une chambre qui, par ailleurs, est complètement identique. Simplement, voilà, vous pouvez verrouiller les portes et avoir ici une zone pour les agents de la force publique qui accompagnent le patient. Voilà. Le service chirurgie ouvre d'emblée en pleine capacité, contrairement aux autres services qui monteront progressivement en puissance lorsque l'effectif médical et paramédical sera au complet. Alors, Monsieur Tutugoro, une question. Je vois que vous regardez avec fierté le personnel du CHN. J'aimerais que l'on parle justement de ce mouvement du personnel, des employés qui arrivent de Koumak et de Poindimié pour travailler ici à Koné. Ils ont pris quand même leur disposition avec ce report. Comment vont-ils faire? Alors, avec le report, donc, le personnel sera quand même utilisé, employé, puisque nous avons toujours nos besoins sur Koumak, puisque les services qui devaient déménager restent là-bas. Donc il y a eu des mouvements de personnel. Le personnel qui est là donc, ira renforcer sur le site de Koumak et aussi sur le site de Poindimié. Donc le personnel, ils vont retourner dans les hôpitaux. Voilà, ils vont retourner dans les hôpitaux. Il y a aussi donc des discussions en cours pour que l'on puisse aussi, le reliquat qui va rester, qu'on les envoie en formation, donc une ou deux semaines, au CHT, dans les services divers dont on en a besoin sur le pôle sanitaire. Et par rapport à leur logement, s'ils ont pris des dispositions ici? Dernière question. Au niveau de la direction, nous avons pris, en tout cas, toutes les dispositions, que ce soit de logement ou de transport, pour que tout cela se fasse le moins pénalisant possible pour l'ensemble du personnel et pour nous aussi, pour la gestion de la ressource humaine. Merci Joachim Tutugoro d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci, bonsoir. L'actualité, c'est aussi le quai Trader qui est échoué depuis plus d'un an sur le récif Durand, au large de l'île de Marais. Plus de 11 tonnes de débris métalliques ont été retirés au mois de juillet. Le navire de Jing a transbordé une première partie de ces débris à Nouméa pour un retraitement par des entreprises du pays. L'enquête du bureau du ministère des Transports, Malte, avait dévoilé que cet accident était une multiplication d'erreurs humaines. Dans notre page politique et jeunesse, s'est déroulée ce matin l'élection municipale junior de Koné. 473 élèves de toutes les écoles primaires de la commune ont voté ce matin. Anissa Toussi s'est rendue à l'un des bureaux de vote se trouvant à la mairie de Koné. 254 élèves des écoles de l'Immaculée, les Cigales et les Alamandas y ont réalisé pour la première fois leur devoir de citoyen. J'arrive, je montre ma carte d'électeur à Madame Berthe. OK? À ce moment-là, elle va vous donner une enveloppe et 2 bouts de papier. Ça, ce sont les bulletins. Quand vous avez l'enveloppe et les bouts de papier, vous allez dans les isoloirs. Ce sont les pièces fermées là-bas. C'est un par isoloir, d'accord? Et vous faites votre choix. Par exemple, moi, je vais voter pour les enfants du changement. Je mets dedans mon enveloppe. Vous pouvez plier, vous mettez dans l'enveloppe. Dès que vous avez fini, vous sortez de l'isoloir. Alors, l'autre papier, vous jetez à la poubelle, bien sûr, ok? Dès que vous avez fini, vous prenez votre enveloppe, votre carte d'électeur et vous repassez voir Madame Berthe. Parce que l'enveloppe, vous allez glisser dans l'urne, d'accord? C'est bon, vous avez bien compris? Tu choisis lequel tu mets dans l'enveloppe en sachant que ton enveloppe vient là.
Ce nom-là, non, bah voilà, tu as le droit de voter pour personne. L'idée, c'est d'élire les représentants de leur école. Donc, par exemple, à Théâri, on a 4 listes. Eh ben, il faut qu'ils fassent un choix parmi les 4 listes pour choisir qui va les représenter. Après, c'est vrai que dans certaines écoles, on n'a pas vraiment de liste en candidature. Donc, on les offre le choix de choisir entre ne pas voter pour cette liste ou voter pour la liste. En file indienne, alors je vais la faire. Première carte. Alors, on s'annonce. 2 bulletins, une enveloppe et tu vas les voir. Ça, c'est pour Esperanza. Birdé. Maëlle a voté. Comment tu te sens aujourd'hui? Un peu stressée. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que je vais à la mairie de Gonnet pour voter. Et qu'est-ce que tu penses, toi, du vote? C'est bien, c'est pour améliorer les choses qui vont pas. Et là, la liste pour laquelle tu as voté, elle te plaît? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle propose? Elle me plaît. Et puis c'est pour ça que je l'ai choisie. Et elle propose quoi, cette liste? Elle propose que en fait, je sais plus, mais j'ai voté pour. À voter. En CE2. Voilà, une signature, monsieur Waya. Ici. Oui. On a commencé par présenter aux enfants ce qu'était le conseil municipal junior en présentant le précédent, celui de l'an dernier. Donc ensuite, on a fait un petit sondage parmi les enfants qui seraient intéressés pour éventuellement faire partie de ce petit comité. Et à partir de là, on a voté à l'intérieur de la classe pour élire nos 4 représentants, donc 2 CM1, 2 CE2. Cette année, on entend beaucoup parler de vote, c'est le moment il y a beaucoup d'élections. Comment vous avez apporté ça en classe, vous, cette idée Ils sont au courant, ils m'ont même demandé pour certains, est-ce que papa et maman vont venir voter avec nous? Parce qu'ils savent que papa et maman vont bientôt voter. À voter, tu signes. Voilà, les sortants de liste voteront le maire demain. Politique et économie, cette fois-ci, la Fédération des entreprises. Le MEDEF veut que les entreprises fixent les prix et non le gouvernement. Un coup de gueule ce matin après le vote du projet de loi sur la réglementation des prix. Après le passage de la TGC, les élus l'ont voté malgré les recommandations de l'autorité de la concurrence. Le MEDEF compte se retourner vers le tout nouveau président du Congrès fraîchement élu, Gaël Yano. Écoutons Éric Duron, vice-président du MEDEF, au micro d'Audrey Poidi. Nous savons qu'avec cette réglementation des prix, même si les grandes entreprises vont pouvoir s'en sortir avec une variable d'ajustement qui consiste à licencier du personnel, puisque c'est la seule variable qui malheureusement existe, et les petites entreprises, elles, ne pourront pas licencier parce que sinon elles ne fonctionnent plus. Et donc si elles ne peuvent pas licencier, malheureusement, elles risquent de disparaître. Donc nous en appelons à la sagesse des élus du Congrès, et notamment à son président nouvellement élu, M. Yano, qui connaît bien la structure bilancielle d'une entreprise, pour travailler avec lui et lui démontrer nos arguments, lui expliquant qu'il n'est pas possible aujourd'hui de vouloir réguler tout un pan de l'économie avec des marges qui sont définies, des prix qui sont définis. Pendant 18 mois, ça serait un trop grand risque pour l'ensemble de l'économie calédonienne qui déjà, on le sait tous, souffre du ralentissement qu'on a connu ces derniers mois. Et justement, après l'élection de Gaël Yano, avaient été aussi désignés les vice-présidents qui composent le bureau du Congrès. Gaël Yano sera secondé par Caroline Machereau, première vice-présidente du groupe UC FLNKS et nationaliste. Deuxième vice-président Léonard Sam de Calédonie Ensemble. Troisième vice-président Rocco Amiton du groupe UC FLNKS et nationaliste. Quatrième vice-présidente Nina Julier de Calédonie
Réunis ensemble. 5e vice-président, Émile Néchéro du groupe UNI. 6e vice-présidente, Nicolas Andreas Song du parti Les Républicains calédoniens. 7e vice-présidente, Henriette Falé-Lavaki pour Les Républicains, Rassemblement MPC, Mouvement populaire calédonien. Et enfin, la 8e présidente, Issoupan Tiehoué du groupe UNI. Et enfin, Louis Mapou du groupe UNI a été nommé président de la commission permanente, à savoir que c'est la première fois qu'un indépendantiste accède à ce poste. Et pour refermer ce journal, Laura Retwidler a tapé dans l'œil du jury lors de la Coupe du Monde de salsa qui s'est tenue dernièrement au Mexique. Elle a remporté plusieurs titres dans plusieurs catégories. Je vous propose de voir un extrait d'un spectacle. On y voit Renaud Ayotte et Laura Retwidler danser sur la chanson de Kwereme au mois de février lors de la soirée Baila con Custo Montréal à l'espace des arts situé donc au Canada. Voilà, belle prestation. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée. À suivre notre émission. Bienvenue dans la bande.